Merci Jean-François d'être de retour dans la zone Country Rock et j'ai le plaisir d'avoir par l'entremise de la ligne téléphonique M. Pierre-Paul Bézile-Lacasse de Lacasse et Associés. Bonjour, mon cher Pierre-Paul. Bonjour, Denis. Hey Pierre-Paul, on aime parler statistiques. On a l'impression que ça parle beaucoup des statistiques. Il faut faire attention aussi, il faut les mettre dans leur contexte. Mais là, il y a des statistiques qui sont sorties pour le trimestre en Abitibi-Témiscamingue et pour le mois de mars pour l'ensemble de la province. Mais des statistiques qui sont quand même assez intéressantes. Oui, ben en tout cas, notamment là au niveau du Québec et du Canada, parce qu'on a les informations mensuelles, donc c'est plus détaillé. On a vraiment une grosse différence là dans le mois de mars qui est notable. Il reste à voir évidemment est-ce que ça va se poursuivre après ou ça va changer, mais le mois de mars, c'est le premier mois depuis au moins 2 ans qu'on a une baisse du nombre de dossiers d'insolvabilité quand on se compare à l'année précédente. Donc, ce que ça veut dire, là, on a 2% de baisse en mars 2024 par rapport à mars 2023. Alors que si on reprend là, les 24 derniers mois, là, on avait des hausses qui se situaient autour de 20%. Là. Encore janvier, février, c'était du 24-25%. Donc, on avait des hausses là, au niveau des dossiers. Je parle bien consommateurs ici. Là. Donc, Québec-Canada, en mars, on a des baisses de 2% et versus des hausses de 20% qu'on avait par mois là, avant. Là. Donc, c'est quand même un chiffre très différent, très intéressant. On va voir si c'est seulement le mois de mars qui se passe comme ça ou s'il y a une nouvelle tendance qui se dessine, mais ça, c'est intéressant. Au niveau de l'Abitibi-Témiscamingue, on est dans des chiffres quand même un petit peu similaires. La hausse est un peu plus légère qu'elle était. La pente s'adoucit au niveau des dossiers consommateurs. On est encore en hausse là, de 2% par rapport au dernier trimestre. Et au niveau commercial, ben on est quand même en hausse là, très forte. Là. Donc le commercial là, on est à peu près 50% au niveau des dossiers pré-pandémiques. Là. Donc pour ce qui est commercial, Québec, Canada, Abitibi, on est vraiment 50% et plus au-delà des chiffres pré-pandémiques, ce qui est quand même très élevé. Et on voit juste que la pente s'adoucit. Là. Donc, est-ce que ça veut dire que les dossiers commerciaux vont continuer la pente va s'adoucir puis éventuellement va rediminuer? C'est ce que je m'attends, mais à quelle vitesse, là, ça reste à voir. Parce qu'on parle des dossiers commerciaux, entre autres, cette semaine, sur plusieurs entrevues. Moi, je parlais de ce qui se passe au Témiscamingue à l'heure actuelle, mise à pied massive, etc. Du côté des grosses compagnies, on ne parle pas de faillite de leur côté, on parle de fermeture. Mais il reste que l'économie, de façon générale, ne s'est pas restabilisée depuis la COVID, là. Non, pas du tout. Puis au niveau des dossiers commerciaux, on avait dépassé là, les chiffres pré-pandémiques là depuis à peu près le mois de mars l'année passée. Là, ça fait à peu près 1 an. Et en Abitibi, ça date plus de la fin de l'année 2023 qu'on a dépassé les chiffres pré-pandémiques. Par contre, la hausse continue là l'Abitibi a rattrapé le Québec-Canada là en termes de dossiers commerciaux. Et le dernier trimestre a été assez exceptionnel. Là, on parle de 48 dossiers de faillite ou de redressement, là, principalement des faillites, ce qui est excessivement élevé pour l'Abitibi-Témiscamingue. Là. Donc, et je vois que ça a une tendance à encore être très occupé. Là. Moi, je fais énormément de rencontres commerciales là, depuis quelques mois. Donc, le commercial est encore très en difficulté, on va dire ça comme ça. C'est les suites, on en a déjà parlé, là, du prêt du gouvernement de 60 000 l'inflation, la hausse des salaires dans certains domaines qui n'a pas pu suivre. En tout cas, les gens magasinent de plus en plus parce que l'inflation est là, donc les gens veulent des meilleurs salaires. Donc, il y a vraiment un effet boule de neige qui se fait, qui impacte les commerçants. Mais au niveau consommateur, tranquillement, il semble avoir un ralentissement quand même, là. Au moins, du côté des consommateurs, c'est une bonne nouvelle. Du côté des commerçants, c'est quand même le moteur économique, un moteur économique important. Les PME, en Abitibi-Témiscamingue, puis au Québec de façon générale, c'est le moteur économique. Même s'il y a des grosses entreprises, c'est ça qui fait rouler l'économie du Québec, puis de l'Abitibi-Témiscamingue également. Absolument. Fait qu'il faut garder ça à l'œil, il faut voir un peu comment ça se comporte. Puis là, la pente est un petit peu encourageante, mais c'est ça, on va voir le prochain trimestre pour ce qui est de l'Abitibi, puis on va le suivre évidemment à chaque mois pour Québec-Canada, alors qu'on a un peu plus de données. Là. OK. On va changer complètement de sujet. On va aller sur un sujet totalement différent. Il y a beaucoup de gens qui ont fait faillite dans leur vie. J'espère que... je dis ça. Honnêtement, j'espère que non. Oui, il y a beaucoup. En tout cas, Pierre-Paul, toi, tu les vois. Moi peut-être un peu moins derrière mon microphone. Mais quelque chose que je ne savais pas, moi, et que je viens d'apprendre, c'est qu'une faillite, ça se close pas nécessairement automatiquement. Après le délai de faillite, il y a des choses à régler et il faut s'assurer que tout a été réglé. Sinon, on risque d'avoir une faillite qui ne se ferme pas.
Effectivement. Donc, ça, c'est quelque chose qui est méconnu parce que malheureusement, dans le domaine, ça va très vite. Il y a beaucoup de syndics qui font le choix d'expliquer les choses quand même extrêmement rapidement. Ça fait que les gens ont de la difficulté. Déjà qu'on parle de beaucoup de choses dans nos bureaux. Si on va trop vite, les gens ont de la difficulté à tout se rappeler. Et même quand on signe des documents, c'est quand même beaucoup de documents. Donc, il faut prendre le temps de faire le tour. Moi, quand je signe un dossier, ça peut prendre 1h30, mais je sais qu'il y a des syndics qui signent ça en 15 minutes, les mêmes papiers. Donc c'est vraiment très, très variable. Donc, le but de la discussion aujourd'hui là-dessus, c'est de sensibiliser les gens aux conséquences de ne pas être libérés d'une faillite. On en a déjà parlé, hein, une faillite, ça peut durer 9 mois, 21 mois, 24, 36 mois en fonction de nos revenus et du nombre de faillites qu'on a fait dans notre vie. Okay. Et pour être libéré à la fin d'une faillite, dans le fond, là, pour avoir vraiment effacé les dettes, il faut avoir accompli toutes les obligations prévues par la loi. Et en gros, c'est quoi ces obligations-là? Ben, c'est faire tous les paiements qui est prévu par la loi et que le syndic a fait des calculs pour arriver à ce chiffre-là. Avoir terminé de racheter ses actifs, si on a conservé des actifs qui avaient une valeur, on peut prendre des ententes avec le syndic et donc on peut les racheter pour les conserver. Avoir fait ces 2 rencontres de consultation obligatoires, encore là, des syndics vont durer 10 minutes, cette rencontre-là. Personnellement, moi, je ferais ça en 45 minutes, 1 heure pour prendre le temps d'expliquer comme il faut ce qu'on parle. On parle de réhabilitation financière, de dossier de crédit, de budget, etc. Et il faut aussi que, bon, il y a toutes sortes d'autres obligations comme avoir produit ses rapports d'impôts, avoir fourni ses preuves de revenus. Il y a plein d'autres choses. Tout ça est expliqué aux gens. Donc, ça, c'est la base. Et si les gens n'ont pas fait tout ça, le syndic doit s'opposer à la libération. Et là, on présente le dossier au tribunal. Il y a des syndics qui vont avoir des niveaux d'opposition aussi élevés que 20% de leurs dossiers vont aller au tribunal. Moi, je vous dirais que c'est très, très bas parce que je fais énormément de suivi avec mes gens parce que je veux qu'ils soient libérés et que leurs dettes soient effacées. Et la journée où ces dettes-là sont effacées, c'est quand on a rencontré toutes nos obligations. Quelqu'un qui ne rencontre pas ses obligations, on va au tribunal et à ce moment-là, il y a 2 possibilités. Si la personne est présente et qu'elle s'adresse au tribunal, ben, il va y avoir un jugement d'émis normalement que la personne va devoir respecter avec des conditions. Et si la personne n'est pas là, mais le syndic va fermer son dossier essentiellement, va se libérer de son administration et dans le cas où le syndic se libère de son administration ou dans le cas où les gens ont un jugement et ne le respectent pas, ben dans ces 2 cas-là, la personne demeure en faillite, donc elle n'est pas libérée et donc ses dettes ne sont pas effacées et pire que ça, les dettes renaissent, c'est-à-dire que toute la protection qu'on a obtenue par la faillite de nos créanciers, du harcèlement, des appels et tout ça, ça renaît ça. Donc, ça veut dire que les créanciers peuvent continuer, peuvent reprendre des procédures, peuvent reprendre des saisies, etc., etc. Donc, c'est pas rien là, d'être dans cette situation-là. Ouais, en fait, on retourne pas en faillite. On est en faillite de nouveau, dans ce sens qu'on doit payer toutes nos dettes, mais en plus de ça, si on fait face à ces créanciers-là, on se retrouve dans la même situation dans laquelle on était pour faire faillite, donc on veut refaire faillite finalement, là. Ce qui est impossible parce qu'il faut être libéré d'une faillite pour en faire une autre. Donc, c'est là qu'arrive la problématique que les gens présentement rencontrent. Et là, j'ai beaucoup de gens dans mon bureau qui font affaire avec des syndics et malheureusement qui ont des fois pas toujours l'information claire, soit parce que les syndics sont pas en personne. Là, on est évidemment les seuls en Abitibi-Témiscamingue, donc c'est plus dur d'expliquer au téléphone les choses. Ou des fois, ben, c'est qu'il y a un volume de dossiers incroyable et des fois, bon, il manque de gens pour expliquer. Donc là, présentement, moi, j'aide beaucoup de gens à connaître les démarches pour être libérés avec leur ancien syndic. Donc, qu'est-ce qui arrive essentiellement, là, c'est que des fois, les créanciers ne feront pas leur procédure. Puis la personne n'est pas libérée de sa faillite, mais des fois, elle est capable même de rebâtir son crédit. Elle est capable des fois de revoir d'autres crédits, mais elle est toujours en faillite, cette personne-là. Et des fois, après plusieurs années, elle va même l'oublier. Et donc là, ce que ça fait, c'est que là, la pandémie a été très difficile pour plusieurs bureaux de syndic parce qu'il y a eu beaucoup moins de dossiers d'insolvabilité pendant 2 ans. Et donc, là, il y a beaucoup de syndics qui ont essayé de trouver des solutions créatives et qui veulent charger des frais aux gens. Et tant qu'on est en faillite, le syndic là, a tous les droits pour faire des saisies de salaire, aller saisir des actifs. Donc, il faut penser que, exemple, si notre dossier a été mis de côté pendant 20 ans, on n'a pas été libéré, on n'a rien fait, mais le syndic a fermé son dossier puis est passé à autre chose. Et là, il y a du temps, le syndic. Là. Qu'est-ce qu'il fait? Des fois, il y a certains bureaux qui vont réouvrir des dossiers, qui vont charger des frais très élevés de réouverture, là, plusieurs milliers de dollars, ou des fois, ils vont refaire des calculs en allant même recalculer tous les revenus de la personne des dernières années. Ils peuvent aller faire des recherches Facebook et autres pour retrouver les gens. Et si la personne a même accumulé des actifs, ils peuvent aller jusqu'à saisir des actifs parce que la personne est toujours en faillite. Donc, c'est ça que les gens ne saisissent pas.
quand ils ne sont pas libérés d'une faillite, des fois, il y a des gens qui disent « Ah, mais moi, j'ai pas été libéré, mais j'ai refait ma vie, puis tout est beau. » Ben, on n'est pas libéré du syndic, et si le syndic veut, il peut à n'importe quel moment prendre des saisies de salaire pour compenser ce qu'on n'a pas payé, et aller saisir des actifs qu'on a bâtis depuis le temps. Donc, ça devient très, très, très... ça met les gens vraiment dans le trouble, là, présentement, là, ces situations-là. Donc, c'est important de comprendre l'importance d'être libéré de sa faillite pour les gens qui sont dans ce processus-là. C'est quelque chose que j'insiste évidemment beaucoup dessus parce que la journée où les gens ne sont pas libérés et qu'on ferme le dossier, ben, les créanciers reprennent leurs droits et théoriquement, le syndic aussi a le droit de faire des procédures là, pour faire des saisies de salaire ou des saisies d'actifs. Donc, on veut absolument se protéger de tout ça, là. Mais du côté du syndic, c'est pas moralement on ne devrait pas moralement dire à son client, gars, faut que tu sois libéré de ta faillite. Là. Ce que tu viens de faire, Pierre-Paul, là, carrément en ondes, c'est pas au syndic de le faire de façon systématique? Ben absolument, et il y a plusieurs syndics évidemment qui vont le faire, et c'est notre devoir de syndic comme officier de justice de faire ça. Mais il y a un volet corporatif en arrière, donc dépendamment qui est en arrière du bureau de syndic, il peut y avoir plus de pression qui est mise là, dans certains contextes. Et donc, et ce que les syndics font est tout à fait légal, c'est-à-dire obtenir des jugements contre les gens et aller faire des saisies. Mais évidemment que quand ça fait 20 ans qu'on ne s'est pas occupé de sa faillite, ben là on se retrouve dans une situation où on a perdu le fil complètement de nos obligations qu'on avait dans le temps. Des fois, les gens, là, elles étaient dans une situation vraiment pas facile, n'ont pas été capables de payer le syndic. Ben, la norme voudrait qu'on rencontre ces gens-là, qu'on leur parle, qu'on leur dise, regardez, il restait tel montant à payer, finissez vos obligations. Mais disons que c'est comme n'importe quel professionnel. Il y en a qui sont plus agressifs, il y en a qui vont être plus permissifs, il y en a qui vont communiquer mieux ce qui se passe, puis les enjeux, les obligations. Il y en a qui vont communiquer moins bien. Il y en a de toutes les sortes, et c'est vrai dans tous les domaines. Donc, présentement, ce que je fais, c'est aider les gens à comprendre ce qui se passe, parce que malheureusement, des fois, ils reçoivent un jugement et ils ne comprennent pas. Et une fois qu'ils ont compris ce qui se passe, ben après ça, les aider à respecter le jugement, puis à finir par être libérés pour se débarrasser de cette situation-là là, qui peut être assez pénible. Ouais. Fait que oui, il y a des obligations, évidemment. Oui, les gens, des fois, ne font pas ce qu'ils doivent faire, mais tout part de là. Donc, tout part aujourd'hui là, de parler de prévention. C'est très important quand on fait faillite, peu importe avec quel syndic, de se rendre jusqu'à notre libération, d'avoir des enjeux clairs et donc de bien choisir là un syndic qui offre la possibilité de nous rencontrer en personne pour être clair, la possibilité de prendre le temps qu'on a de besoin sans se faire garrocher puis être dans l'urgence là, de prendre une décision de faire faillite. On veut bien comprendre pourquoi, comment et c'est quoi les impacts de faire faillite parce qu'il y a plusieurs choses à savoir. Il faut absolument avoir les réponses à nos questions aussi. Si on sent qu'on n'a pas les réponses à nos questions, il faut aller voir ailleurs. Là. C'est très important d'avoir une bonne collaboration et de se sentir appuyé là-dedans parce que c'est pas facile de faire faillite, c'est pas facile d'avoir des problèmes et on a le droit là, d'avoir des bons conseils. Là. C'est très, très important. Ben, c'est indispensable. Ben oui, c'est ça. Puis il faut comprendre. Et on a beau donner des documents, on passe beaucoup de temps quand même dans mon bureau à expliquer ces documents-là parce que c'est pas vrai qu'on peut juste donner des documents, les gens vont les lire, vont tout comprendre ça. Là. C'est un peu comme un contrat de voiture, un contrat, tu sais, c'est des contrats qui sont quand même assez longs, plusieurs pages. Donc, il faut les expliquer, il faut les résumer et il faut les lire avec la personne, s'assurer que c'est clair. Donc, on peut pas faire ça dans des rencontres très courtes. Et malheureusement, ben c'est des fois on rencontre même pas un syndic, on rencontre quelqu'un qui est un conseiller qualifié qu'on appelle, qui a pas la licence de syndic, qui a pas nécessairement les mêmes compétences. Et des fois, ben on a des rencontres qui sont très très courtes. Donc, il faut se renseigner au même titre qu'on le fait pour n'importe quel achat. Il faut se renseigner là, et choisir un professionnel avec qui on est à l'aise pour faire cette démarche-là, parce qu'on est pris avec ce professionnel-là après jusqu'à temps qu'on ait mené à bien notre aventure de faillite ou de redressement financier. Là. Donc, c'est une mise en garde très importante parce que malheureusement, là, présentement, il y a beaucoup de pots cassés qui doivent se refaire pour arriver à réparer certaines situations parce que les gens, des fois, ont mal compris. Parce que des gens, des fois, ne se sont pas présentés au tribunal, parce que des gens, des fois, étaient dans une situation très pénible, puis il y avait besoin d'un peu plus d'écoute, puis ils l'ont pas eu, puis là, ils ont dit non, mais là, je paye plus, puis je m'en vais, et par frustration. Donc ça, c'est très variable d'une personne à l'autre, et il faut s'assurer qu'on a de l'écoute quand on est dans une situation difficile comme ça. Là. Yes. Bon, ben, si les gens veulent te rejoindre, Pierre-Paul, on va donner l'adresse parce que c'est déjà tout le temps qu'on a, puis on aurait pu continuer encore un bon bout de temps, j'ai l'impression. Oui, les gens peuvent nous joindre au 1-844-LACASSE. Ils peuvent également nous écrire, évidemment, à info@lacasssyndic.com. Ils peuvent aller nous suivre sur Facebook, sur LinkedIn, Lacasse et Associés. Génial. Pierre-Paul, encore une fois, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir jaser avec nous. Merci beaucoup, Denis.